Si ça vous convient, je propose peut-être commencer par un peu une présentation de la VFT. On fait partie des vieilles associations du paysage féministe français. On fête nos 40 ans cette année. Et c'est pas sans fierté que j'évoque nos 40 ans. C'est 40 ans d'histoire, de lutte, de combat féministe. D'ailleurs, à cette occasion, sur nos réseaux, on a lancé un événement qui rend hommage à chacune des années qui a composé la VFT. Donc, notre année de fondation, c'était 85. On a été fondé officiellement le 12 juin 85. Et du coup, jusqu'au 12 juin 2025, chaque jour, on a lancé un compte à rebours qui a commencé le 3 mai. On publie un événement sur nos réseaux sociaux qui revient sur une année phare de la VFT. Donc, le 3 mai, c'était l'année 85. Mais par exemple, on a évoqué l'année 2000 il y a quelques jours avec un documentaire réalisé par une membre de la VFT sur le harcèlement sexuel au travail. L'année 99, où la présidente à cette époque-là de la VFT avait été ciblée par des pornocrates qui avaient dans une revue pornographique affiché son nom, son prénom et son visage avec des menaces de viol et un appel au meurtre. Donc c'est vraiment l'occasion de célébrer ces 40 ans de lutte parce qu'on tend souvent à penser que le mouvement féministe en France s'est enflammé avec MeToo et en réalité on est l'héritage de bien anciennes militantes, anciennes théoriciennes avant nous et c'est bon de savoir d'où on vient. Donc la VFT a été fondée en 85, on ne s'est pas fondé de nulle part, on s'est fondé parce qu'il n'y avait aucun texte à l'époque juridique qui caractérisait le harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'en fait on avait des femmes qui subissaient des violences au travail, des violences tout court, et aucun texte qui disait que c'était interdit. Donc ça a été la première mission de la VFT, de nos fondatrices, ça a été de faire du plaidoyer législatif pour demander aux législateurs un texte qui protège les femmes et les travailleuses. Alors le premier texte qu'on a eu, c'était 92. La VFT, elle a été très critique de ce texte. Pour vous faire un bref résumé, le texte caractérisait le harcèlement comme le fait de harceler, ce qui ne dit pas grand-chose. Il évoquait le terme de faveur sexuelle et le harcèlement sexuel ne pouvait avoir lieu que s'il était le fait d'un supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas du tout la réalité de nos dossiers. Bon, quelques années de militantisme plus tard, le texte il est modifié, découpé, et en 2012, on a, je crois que c'est un élu de la République, mis en cause pour du harcèlement sexuel qui soulève une question prioritaire de constitutionnalité et qui dit la loi qui définit le harcèlement sexuel est pas constitutionnelle. Et il a gagné, et du coup, en mai 2012, le délit de harcèlement sexuel est abrogé par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que toutes les procédures en cours deviennent caduques, et il faut attendre qu'un nouveau texte en août 2012 passe pour que de nouveau des femmes puissent obtenir justice. Sachant que, précision, vu que la loi pénale ne peut pas s'appliquer à des faits qui n'étaient pas couverts par sa définition au moment où ils ont été commis, et toutes les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel entre mai et août n'ont jamais pu obtenir justice. C'est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Mais à partir de 2012, août 2012, la nouvelle définition passe, est applicable et surtout, c'est probablement, si on la regarde, la définition la plus militante qu'on puisse trouver dans le code pénal. Le harcèlement sexuel, à ce jour, il est défini comme des propos ou des comportements à connotation sexiste ou sexuelle qui sont imposés à autrui et qui soit portent atteinte à sa dignité parce qu'ils ont un caractère particulièrement dégradant ou offensant, soit créent à son encontre des conditions qui sont hostiles. Et c'est très intéressant parce que cette définition, elle opère en deux temps. D'abord des éléments matériels, de quoi est composé ce harcèlement. Donc on a les propos, les comportements, la connotation sexiste ou sexuelle répétée. Et ce qu'on va venir regarder, c'est ça a été quoi les conséquences sur les victimes. Et c'est là où on voit qu'en fait, ce sont les associations de terrain, et en l'occurrence, c'est vraiment la VFT qui a poussé en ce sens, qui a dit, mais regardez nos dossiers. Regardez à quoi ressemble le harcèlement sexuel dans nos dossiers et faites une définition de ça. Et du coup, c'est une très belle définition de laquelle on est très fiers et qui permet aujourd'hui de protéger davantage les femmes et les travailleuses, puisque c'est une définition qui est reprise également dans le Code du travail, dans le Code général de la fonction publique. La VFT, notre principale mission, c'est l'accompagnement des victimes. C'est-à-dire qu'on a une permanence téléphonique et une permanence mail, et 2 demi-journées par semaine, on a des victimes qui nous saisissent à notre permanence téléphonique. On fait de l'accompagnement juridique, vraiment, l'outil qu'on mobilise, c'est le droit, et ça peut aller de
qualification de fait. On a des femmes qui nous appellent, voici ma situation au travail, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Nous, on donne des cartes juridiques, jusqu'à la constitution de partie civile dans les procédures. Je pense que vous avez toutes et tous entendu parler du procès de Pardieu dont le délibéré a eu lieu dernièrement. La VFT était partie civile dans le cadre du procès de Pardieu puisqu'il s'agit de violences au travail et que les victimes, en l'occurrence, ont sollicité l'intervention de la VFT à leur côté. On ne se constitue jamais partie civile ou ce qu'on appelle intervention volontaire devant le tribunal administratif et les prud'hommes sans accord des victimes et sans qu'elles l'aient souhaité, bien évidemment. La VFT, on a beau pratiquer le droit, ça ne veut pas dire qu'on estime que c'est l'outil magique. Hein. Notre première mission concernant le droit, c'est de le critiquer, bien évidemment. Et surtout, ce qui guide notre pratique du droit, c'est le combat féministe. Même notre accompagnement des victimes, il est fait comme ça. Hein. C'est pas des pratiques descendantes. Et par ailleurs, on a eu une grosse réflexion en interne de l'association de est-ce qu'il est pertinent, en patriarcat, de faire une distinction entre nous et les victimes. À partir du moment où toutes les femmes ont été exposées à des violences patriarcales et des violences masculines dans leur vie, en réalité, toutes les femmes y ont été exposées et par conséquent, on ne peut pas faire de distinction verticale entre les victimes et nous. C'est un accompagnement qui se veut horizontal. Le but de la VFT, c'est de donner des cartes à des femmes pour qu'elles se réapproprient leurs droits, pour qu'elles soient de nouveau autonomes, parce que littéralement, c'est une des premières choses qui se passent quand on subit des violences sexuelles, c'est qu'on est spolié de notre intégrité. Notre but à la VFT, c'est que les femmes puissent retrouver cette intégrité par elles-mêmes, et nous, on se tient à leur côté pour ça. Alors, peut-être qu'il est intéressant aussi de pouvoir poser un peu le cadre général de quoi on parle quand on parle de violences sexuelles, de violences sexistes et sexuelles. Juridiquement, ça va recouvrir l'outrage sexiste, l'agissement sexiste, et là, je vais insister sur une chose, le harcèlement sexiste, ça n'existe pas. L'agissement sexiste, c'est quand il y a un agissement sexiste au singulier. Le harcèlement sexuel couvre également quand il y a une répétition de propos ou d'actes sexistes. Donc le harcèlement sexiste, vraiment, on ne peut plus le voir, ce terme, parce que ça n'existe pas et surtout, ça dépossède généralement les victimes d'outils et notamment les outils de pouvoir nommer les violences qu'elles subissent. On parle également d'exhibition sexuelle, d'agression sexuelle, de viol et d'actes de torture et de barbarie. Alors, on a tout un arsenal juridique qui est plus ou moins complet, mais qui n'est pas du tout exempt de critiques. Hein. Pour exemple, l'agression sexuelle, c'est défini, c'est un délit, c'est défini comme une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise. C'est la jurisprudence, donc la traduction que font les juges de la loi, qui a défini de quoi était composée cette atteinte. Et les juges, à ce jour, de jurisprudence constante, ils disent il n'y a que 5 zones. Il n'y a que 5 zones. Quand c'est l'agression sexuelle, c'est que 5 zones. C'est les fesses, la bouche, les cuisses, le sexe et les seins. C'est-à-dire qu'on a découpé le corps des femmes et on s'est dit, ouais, il y a des morceaux qui valent quand même plus cher que d'autres. Et nous, on trouve ça absurde parce qu'en réalité, il n'y a aucune raison de saucissonner un corps, il n'y a aucune raison de toucher un corps. On a eu quelques mouvements de jurisprudence en 2021 qui ne sont toujours pas reconfirmés. Donc pour l'instant, la jurisprudence qui s'applique, c'est vraiment cette histoire de 5 zones, mais en réalité, c'est un découpage qui est patriarcal. C'est une analyse misogyne des violences que subissent les femmes et du corps des femmes, et c'est là où la VFT est attendue dans les procédures. L'idée, c'est que nous, on force les juges à mettre le doigt et le regard au bon endroit pour obtenir des jurisprudences plus protectrices. Voilà. Et surtout, je pense que c'est important de se le dire qu'en dehors du cadre juridique, les violences sexuelles, c'est d'abord des violences qui sont masculines et qui sont commises principalement à l'égard des femmes, des enfants et parfois à l'encontre de quelques hommes. Les violences sexuelles, c'est une manière de déshumaniser les femmes, parce qu'en fait, de toute façon, on ne peut pas violenter sans déshumaniser avant. La déshumanisation, c'est un peu une condition sine qua non de ce qui permet la violence, hein, et c'est surtout une violence de classe de sexe. C'est-à-dire qu'on a une classe dominante, un groupe dominant, qui est celui des hommes, qui exploite, violente, domine la classe qu'il domine, et ça, c'est l'analyse qu'on partage tout à la VFT, qui est principalement la classe des femmes. Et pourquoi ils peuvent le faire? Eh bien parce qu'ils ne risquent rien. Et je ne parle pas strictement au sens carcéral, mais parce qu'en fait, socialement, économiquement, les hommes ne risquent rien à commettre des violences. On peut parler du taux de classement sans suite. On peut parler de tous les hommes qui continuent leur carrière sans aucun impact financier, économique, après avoir été dénoncés et après avoir commis des violences sexuelles.
La réalité, c'est que les hommes, ils ne risquent rien à commettre des violences sexistes et sexuelles. Et enfin, une autre analyse qui, à mes yeux, est importante à partager, on est en patriarcat si on n'analyse pas, si on continue plutôt d'analyser les violences sexuelles comme une conséquence du patriarcat, comme si vous voulez le bout de la chaîne, comme quelque chose qu'on ne peut pas éviter, un peu inéluctable, on passe à mon sens à côté d'un gros enjeu qui est c'est quoi l'intérêt des violences sexuelles dans une société patriarcale? Elles servent à quoi? Si on les pense vraiment comme l'aboutissement de quelque chose, on passe à côté de c'est quoi leur fonction sociale, pourquoi en fait elles arrivent ces violences. Et en fait, les violences sexuelles, c'est un mode d'organisation sociale. Ça sert à quelque chose. Ça régule l'occupation de l'espace par les femmes. C'est simple. Ça régule leur occupation au travail, ça régule les femmes dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les organisations de jeunesse, ça régule les femmes dans les associations et ça régule même l'occupation de l'espace public par les femmes. Toutes les femmes grandissent avec ce qu'on appelle un agenda du viol dans la tête. C'est-à-dire que toutes les femmes, en réalité, elles vont structurer leur occupation dans la journée de l'espace public en fonction de cet agenda du viol. Toutes les femmes savent très bien qu'il y a des endroits où elles n'ont pas envie d'aller seules. Et toutes les femmes se posent la question de comment je sors, habillée comment? Est-ce que je vais être seule? Est-ce que je dois prévoir des baskets pour pouvoir courir si je rentre seule le soir? La réalité, c'est que du coup, on a tout un groupe social qui s'organise, qui organise son occupation de l'espace public dans l'espoir d'éviter de subir des violences. Quand bien même, on sait très bien que les victimes ne sont pas responsables des violences qu'elles subissent. Il n'empêche que ces violences, elles ont pour conséquence de réagencer socialement comment les femmes existent dans tous les pans sociaux possibles et imaginables. À la VFT, ce qu'on observe du terrain, c'est que dans près de 90% de nos dossiers, même je pense que je peux aller sur 95, les femmes qui ont dénoncé des violences sexuelles, elles ont perdu leur emploi. Elles ont perdu leur emploi. Dans les syndicats, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, elles partent. Voire elles ne s'engagent pas. Parce qu'elles savent que dans tel syndicat, il y a tel agresseur ou tel violeur. C'est ça la conséquence. C'est que soit ça écarte les femmes qui s'y trouvent, soit ça empêche les femmes de rejoindre les structures, et notamment les structures politiques, les structures où les femmes peuvent éventuellement chercher de l'émancipation. Et pour ça, vous avez aucun secteur qui est épargné. Nous, on le voit dans tous nos dossiers. Ça, c'est vraiment pas du tout propre à que ce soit le secteur privé, le secteur public, un secteur spécifique. Par ailleurs, près de 60% des cas de violences sexuelles sont commis par des collègues. Et ça casse aussi vachement le mythe du patron qui utilise son pouvoir hiérarchique pour commettre des violences sexuelles sur sa subordonnée. Alors, ça constitue quand même près de 20% des cas de violences sexuelles au travail, mais en fait, la majorité, c'est des collègues. Ça veut dire que les violences, elles sont commises par les gens qui sont les plus proches des travailleuses. Depuis, on va dire, 2006, avec les débuts de MeToo, il me semble que c'était 2006, le début du mouvement MeToo, et ça a vraiment pris de l'ampleur en 2017, on a vu depuis fleurir plein de déclinaisons. On a eu le MeToo hôpital, MeToo armée, qui ont fait beaucoup de bruit. Il y a des prémices de MeToo éducation nationale, MeToo stand-up, MeToo cinéma, MeToo culture. Il y a quelque chose qui n'est jamais nommé, c'est qu'en fait, ce sont des secteurs de travail. Encore une fois, en réalité, ce à quoi on assiste depuis des années, c'est un MeToo du travail. Notre permanence téléphonique depuis l'affaire Beaupin et depuis MeToo, ça a explosé. Avec la situation des associations féministes qu'on connaît, qui est que nos subventions sont toujours réfléchies au rabais, à tous les niveaux, sont précarisées, en fait, nous, nos demandes, elles explosent. Parce que c'est un MeToo du travail. Et le bilan que nous, on fait de la lutte contre les violences au travail à la VFT, c'est que les femmes, elles sont abandonnées. Mais il n'y a vraiment pas d'autre mot, quoi. Il y a un abandon, il y a un désinvestissement total, que ce soit des employeurs. Alors, les patrons, eux, c'est très simple. Déjà, ils ne sont pas au courant qu'ils ont des obligations. Tout ce qui est prévention, sanctions, réaction, ils ne sont pas au courant. Et quand ils sont au courant, il faut que ça coûte pas cher, que ça soit dépolitisé et vraiment au rabais, quoi. Si on peut négocier un webinaire d'1 heure, eux, c'est ce qu'ils rêveraient de faire. À la VFT, on a une activité de formation. C'est la seule partie lucrative de notre association. On fait de la formation auprès des collectifs de travail et on le voit. Les employeurs, à chaque fois, ils tentent de négocier. Quand
ils ont pris la bonne idée de demander à des professeurs de yoga de faire des formations sur les violences sexuelles au travail. C'est une véritable catastrophe. On est mise en concurrence, nous, associations de terrain, avec des superstructures, des entreprises, des boîtes de formation qui ne tournent qu'à ça, parce qu'en fait, ça les arrange, les employeurs, très concrètement. Parce qu'en fait, lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, ça veut dire quoi pour eux? Déjà, ça leur coûte du temps, ils n'aiment pas ça, mais ça veut dire qu'en fait, ils vont se retrouver à licencier des mecs qui, bien souvent, occupent les postes à responsabilité, ont le plus d'ancienneté, et ça, ils aiment pas trop les patrons. Alors, ils aiment encore moins quand c'est une association féministe qui vient leur rappeler qu'ils font n'importe quoi. Et alors, nous, quand à la VFT, on entend des politiques ou des personnes qui nous disent dans les médias que c'est super et que la lutte contre les violences sexuelles, on avance, on est en train de gagner, on hallucine. Et en fait, vraiment, on hallucine parce qu'on ne sait pas dans quel monde vivent ces gens. On ne sait pas dans quel monde. Nous, ça correspond à rien de ce qu'on voit. C'est-à-dire que depuis des années, nos demandes, nos sollicitations, elles ne font qu'augmenter, que ce soit par mail, par téléphone. On est sursollicité. Quand on tient une permanence téléphonique pendant 3 heures, des fois, on a près d'une centaine d'appels qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on passe du temps avec les victimes au téléphone pour les outiller au maximum. Dans nos dossiers, c'est pas le fameux conflit générationnel qu'on nous vend. Hein. On a des violeurs, des agresseurs, des harceleurs de toutes les catégories socio-pro, de toutes les tranches d'âge. Donc nous, quand on entend dire ah bah c'est super, le féminisme gagne du terrain, alors nous, ça ne correspond pas à notre réalité. On est à la VFT en 39 heures toutes les semaines, ça fait des années, ça ne correspond à aucune réalité. On est vraiment, nous, catastrophés, on est en perpétuelle augmentation dans toutes nos saisines, dans tous les secteurs de travail. Aujourd'hui, la réalité de la lutte contre les violences sexuelles au travail, c'est celle-ci. Ça explose de partout. On a des employeurs qui négocient au rabais. On a des structures annexes, tout ce qui va être inspection du travail, qui, elles, vraiment, service public, en fait, elles sont complètement sous-financées, elles sont sous-effectifs moyens, humains, matériels, c'est la cata. Toutes les personnes ressources, comme par exemple la médecine du travail, les référentes harcèlement sexiste et sexuel, tout le monde est dépassé. Vraiment, tout le monde est dépassé. Et ça m'amène quand même à un des propos que j'avais évoqué vouloir tenir, les syndicats, qui sont en théorie des personnes ressources pour les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, à la VFT, les syndicats, dans nos dossiers, c'est une catastrophe. Avant d'introduire mon propos sur les syndicats, pour moi, c'était important d'évoquer avec vous une situation. Au mois de mars 2025, la VFT a été condamnée par la justice à près de 4 000 € de dommages et intérêts. La VFT a été en procès contre Benjamin Hamar, qui est toujours à ce jour syndicaliste à la CGT du Val-de-Marne, parce qu'en 2022, Benjamin Hamar a été signalé par une autre militante pour des viols avec actes de torture et barbarie. Benjamin Hamar a été suspendu à ce moment-là de la CGT. Madame a saisi la VFT. Entre-temps, la plainte a été classée sans suite, malgré les éléments à charge. Et il se trouve qu'à la suite, Benjamin Hamar a demandé à la CGT d'être réintégré, ce qui a été accepté. Et à ce moment-là, la VFT a écrit une lettre à Philippe Martinez à l'époque et qu'elle a aussi jointe à la commission féminicité de la CGT, dans laquelle elle revient sur ses inquiétudes. Ce que je vous décris là, c'est quelque chose que la VFT a déjà fait. Écrire à des employeurs pour rappeler des obligations, faire part de signalements, tout ce que l'on fait, toujours, est relu par les victimes et voulu par les victimes. Donc là, madame avait relu ce qui a été envoyé, avait approuvé. C'était vraiment fait dans nos règles à nous, féministement, dans le but d'alerter Philippe Martinez et de lui dire, mais la réintégration d'un tel individu, et on a fourni des éléments de l'analyse qu'on a faite de l'enquête policière, quand même, qui était vraiment flagrante et inquiétante, qui soulevait des inquiétudes parfaitement fondées, en disant à Philippe Martinez, mais en fait, est-ce que tout ça, c'est compatible avec les valeurs de la CGT? Et un autre individu de la CGT, un autre syndicaliste, a décrété de son plein chef de diffuser cette lettre à l'ensemble, pas l'ensemble de la CGT, mais à bien plus de 300 personnes. Suite à ça, Benjamin Hamar a poursuivi la VFT en justice et ce syndicaliste solidairement. Nous, on s'est désolidarisé de cette personne parce que c'est pas du tout nos méthodes. Hein. Nous, ce qui avait été acté avec la victime, c'était que c'était Philippe Martinez et la commission féminicité, pas plus, dans un but d'informer Philippe Martinez qui a une sorte de statut employeur sur ses militants, puisque c'est le secrétaire général. Et en fait, la VFT a été condamnée pour atteinte à la vie privée en 2025.
Alors nous, on trouve ça parfaitement scandaleux parce que c'est une atteinte en fait à nos missions. Là, ce qu'on dit, c'est qu'une asso féministe, elle a plus le droit de faire ça. Sinon, elle va se faire condamner. Ça veut dire que là, on a la justice qui est en train de restreindre les moyens d'action, les missions, ce que peut faire une association féministe pour défendre et accompagner les victimes. Donc nous, là, on a évidemment fait appel, euh, mais c'est un peu un cas d'école, si vous voulez, de ce qu'on peut retrouver dans les syndicats. Et alors, pour l'anecdote, Benjamin Hamar, il a été invité par RMC en décembre. Et Benjamin Hamar, il est enseignant. Donc lui, sa spécialisation, on va dire, c'est quand même l'éducation nationale. Et vous ne devinerez jamais pourquoi il a été invité par RMC en décembre. Et bien pour commenter les sanctions du procès des viols de Mazan. Alors RMC, quand on leur a dit qu'il faut laisser parler les concernés, ils ont fait d'accord, mais ils n'ont pas compris lesquels. Et du coup, c'était plutôt cocasse de retrouver ce monsieur sur ce plateau pour parler d'un sujet pareil. Et comme je vous le dis, c'est un peu un cas d'école. Hein. À la VFT, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, mais dans tellement de dossiers, et ça, c'est tous les syndicats, hein, les syndicalistes, ils ne sont pas formés. Des fois, ils donnent des informations qui sont fausses. Ils découragent les victimes à coup de non, mais quand même, t'imagines, le pauvre, à cause de toi, il risque de perdre son emploi. C'est vraiment pas cool de faire ça. On a des syndicalistes qui refusent d'accompagner les victimes, qui donnent des informations fausses, qui des fois instrumentalisent les affaires de violences sexuelles entre syndicats. Et comme ça, eux, ils font leur petit agenda, leur petite guerre interne. Les victimes, c'est un peu le cadet de leurs soucis, on ne va pas se mentir. On a également eu, par exemple, des syndicalistes qui mènent des actions conjointes avec les patrons en acceptant des primes de fin de mois pour avoir géré ce qu'ils appellent la déconvenue que représentait la dénonciation d'une salariée. Ou alors, ils vont défendre aussi leurs camarades qui sont mis en cause. Ils vont offrir une aide syndicale à l'auteur des violences. Et alors, vraiment, il y a un refus. Mais en fait, on a du mal à voir si c'est un refus ou si vraiment il y a une espèce de perte de pratique syndicale. C'est-à-dire que dès qu'on parle de violence sexuelle au travail, plus personne sait faire grève, plus personne n'a droit de retrait, plus personne sait faire d'enquête pour accident de travail, maladie pro, plus personne sait faire d'alerte CSE, plus personne sait organiser une mobilisation collective. On ne sait plus faire. Ça disparaît. Zut, les violences sexuelles, bah, trop bête, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors là, plus personne n'est syndicaliste. C'est un truc de fou comment les victimes, elles sont abandonnées des premières personnes qu'elles devraient pouvoir solliciter, qui sont leurs syndicats. Et on a énormément de victimes qui nous disent je n'ai pas confiance, qui ont quitté leur syndicat, qui n'ont légitimement plus confiance. Il y a vraiment un refus de percevoir la lutte contre les violences sexuelles au travail comme une lutte collective. C'est un peu des affaires de bonnes femmes, finalement. Et alors, même quand on va former des syndicats et que du coup on est face à un public de syndicalistes, il faut quand même se dire que les syndicalistes, c'est les premiers à nous dire que ah non, mais il faut être neutre. Alors là, on se racle la gorge, on dit non, mais quand même, on n'a pas entendu ce qu'on a entendu. On n'a pas des syndicalistes qui nous disent que l'importance en matière de violence sexuelle, c'est la neutralité. La lutte des classes aussi, c'est neutre. Être syndicaliste, c'est neutre aussi. Et en fait, il y a vraiment ce refus, ce lever de bouclier qui est complètement fou. Hein. On nous brandit systématiquement la sacro-sainte neutralité dès qu'on parle de violence sexuelle au travail. Et on a même des syndicalistes qui nous ont dit, en fait, quand vous nous demandez de lutter contre les violences sexuelles au travail, on a l'impression que vous nous demandez de choisir entre lutte des classes et droit des femmes. Voilà. Et du coup, ce que ça renvoie en réalité, c'est qu'il y a une incapacité à concevoir les femmes comme des travailleuses. En fait, les femmes, c'est les travailleuses. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est lutter pour les droits des travailleuses, leur intégrité, leur sécurité au travail, leur dignité au travail, leur garantir des conditions de travail dignes, exemptes de violence. Ça n'existe pas. Les femmes, les travailleuses, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit à l'émancipation. Ça n'intéresse pas trop les syndicats. Voilà. C'est assez fou. Et alors, n'en parlons même pas quand il s'agit d'un camarade. Quand c'est un camarade syndicaliste qui est mis en cause pour les violences sexuelles, alors là, c'est vraiment, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les équations, elles sont jamais bonnes. Les victimes, elles n'en font jamais partie, de toute façon. Alors, maintenant que moi, je vous ai dit à quel point on n'était vraiment pas contente des syndicats dans nos dossiers, je pense que ce qui est important, c'est aussi de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça bloque autant au niveau syndical? Et pour le coup, ça, on a de l'analyse. Ça, la VFT, en fait, on le connaît, on le côtoie parce qu'on a des camarades quand même, on a des soutiens dans les syndicats, on a des dossiers concernant les syndicalistes, on l'analyse un peu ce secteur syndical. Il y a plein de leviers
qu'utilisent les auteurs de violences dans les syndicats pour commettre des violences. Et qui explique aussi pourquoi les syndicalistes, ils ont du mal à se saisir de cet enjeu. D'abord, c'est très viriliste. Là, normalement, j'enfonce une porte ouverte, mais par contre, c'est très imprégné de solidarité masculine. Les femmes, elles sont sous-représentées et dans l'imaginaire collectif, quand on pense syndicaliste, on ne pense pas aux femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles. On ne pense pas aux filles de Chantelle, par exemple, qui ont lutté pour leurs conditions de travail et contre la délocalisation de leur usine. Non, on pense à un mec, et ce mec, c'est un moine soldat par contre. Le mec, il lutte avec abnégation, il lutte physiquement contre les patrons, la police, il organise des piquets de grève à 5 heures du mat et heureusement que madame reste à la maison s'occuper des gosses et du linge parce que monsieur, il n'est pas là. Il monte des barricades parce qu'il est très fort, il a une moustache. Alors dans sa tête, le mur de Berlin, il n'est pas tout à fait tombé encore. Et concrètement, ça donne quoi un milieu dans lequel la force physique, l'abnégation s'est sacralisée? Et bien, ce virilisme, il devient le prétexte à la réalisation de violences sexuelles. C'est-à-dire que ça va être justifié par les fameuses blagues de mecs bourrins, de mecs un peu bourrus, de mecs un peu beaufs. Et c'est bien, parce que quand on parle de blagues, eh ben on parle plus de harcèlement sexuel. Et cet imaginaire, il permet encore une fois de tenir les femmes en rang. C'est-à-dire que soit on a des femmes qui vont pas le supporter, qui vont partir, soit parce qu'elles se sentent pas légitimes face au fait de perpétuer ces codes-là, soit ce que ça provoque, c'est des femmes qui vont avoir un seuil de tolérance tellement élevé qu'elles vont elles aussi se mettre à participer à ces violences-là, parce qu'en fait, elles ne vont même plus être en mesure de réaliser que c'est de la violence, puisque c'est banalisé comme un peu la culture militante, la culture viriliste, c'est la culture syndicaliste finalement. Ce que ça provoque également, c'est que ça renvoie aux femmes que si elles s'offusquent, si elles s'opposent, c'est qu'en vrai, elles sont sensibles et qu'elles ne sont pas prêtes pour la vraie lutte. La lutte, là, avec un L majuscule. Alors, on ne sait jamais trop ce que c'est. Ça peut être la lutte contre le patron, contre le capitalisme, le socialisme, la lutte des classes. Enfin, c'est la lutte, quoi. Et c'est un truc de mec. Voilà. Et si les femmes, elles sont trop fragiles, et ben, c'est qu'elles ont des états d'âme. Le harcèlement sexuel, c'est un truc de bonne femme. Concrètement, c'est ça que ça génère, cet environnement. Et il y a un autre... et quand je vous parle de la lutte, ça crée aussi un autre facteur de risque, qui est que ce que ça transmet aux femmes dans les syndicats, mais aussi en dehors en réalité, c'est que c'est ça la lutte prioritaire. La lutte prioritaire absolue, c'est la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte des classes. C'est bien plus important que la lutte des femmes. Le monde de demain, il va être construit par des hommes, par des ouvriers violeurs du nouveau monde, et les femmes, en attendant que ce nouveau monde soit bâti, elles sont priées de se taire. Grosso modo, c'est ça qu'on renvoie aux femmes dans ces secteurs-là. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, les syndicats, ils ont aussi l'impression que ça fait perdre des bras à la lutte. On est déjà tellement petits, et c'est vrai, il y a une désyndicalisation énorme, mais tout comme on a l'impression aussi qu'il y a un recul énorme de la gauche dans le paysage politique, en fait, on se sent tellement petit qu'on ne peut pas se permettre de perdre des bras pour des affaires de bonnes femmes. Et ça, les femmes dans les structures politiques, elles le savent. Elles le savent très, 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 très bien. Elles le savent très bien et du coup, ça participe complètement à leur silenciation. Et elles n'ont pas besoin qu'on leur dise. Les femmes, elles le savent qu'elles ont intérêt à se taire parce qu'en fait, elles sont minoritaires. Et du coup, il faut resserrer les rangs et ça devient un chantage à la lutte, qu'on ne retrouve pas que dans le syndicalisme par ailleurs. En réalité, si les syndicalistes ils ont autant de mal à lutter contre les violences sexuelles au travail, c'est qu'ils partagent un truc en commun avec les patrons, c'est que l'exploitation psychique, économique et sexuelle des femmes, ça bénéficie à leur classe d'hommes. En fait, ils en tirent un avantage également. Ce qui m'amène sur un autre sujet que je fais découler de ça. Les syndicats, ils ont du mal à lutter contre les violences sexuelles au travail parce qu'ils ne sont pas clairs sur une question, qui est une question politique fondamentale à la VFT. La VFT, on n'a aucune posture politique qui ne découle pas du terrain. On n'a pas de posture de principe, ça ne nous intéresse pas. Toutes les analyses et les postures politiques qu'on a, on les tient de nos dossiers, de nos 40 ans d'expertise. Et cette question fondamentale, c'est de la prostitution. Alors là, vous allez me dire, ok, d'accord, c'est quoi le lien que vous faites entre syndicat, prostitution, violence sexuelle au travail? Ce qu'on explique, c'est qu'en fait, dans nos dossiers, on le voit tous les jours, le lien entre les deux. C'est que les deux reposent, les violences sexuelles au travail et la prostitution, ça repose sur une chose,
la contrainte économique des femmes. Dans un dossier, par exemple, j'ai un directeur d'hôtel qui coince sa salariée dans une chambre et qui lui dit « Ce mois-ci, je te verse pas ton salaire, sauf si tu couches avec moi. » Concrètement, ce salaire, elle en a besoin pour vivre, se loger, se nourrir, en fait, subvenir à ses besoins de base. C'est-à-dire que, en fait, sans salaire, on ne vit pas. Le travail est un cadre contraignant, on n'a pas le choix d'y être. Voilà. Madame, elle a besoin de ça pour survivre. Bah, du coup, elle cède. Voilà, première situation. Normalement, on est toutes et tous d'accord, ça s'appelle un viol. Et du coup, concrètement, bah, si j'ai une femme qui me dit, dans une chambre d'hôtel, j'ai un homme qui m'a proposé un billet en échange d'un acte sexuel, et en fait, j'ai besoin de ce billet pour payer mes fins de mois, payer mon loyer, me nourrir, me loger, mais en fait, soit je suis cohérente politiquement et je suis capable d'appeler ça un viol parce qu'en fait, j'ai un homme qui s'appuie spécifiquement sur la contrainte économique d'une femme pour en extorquer un acte sexuel, soit j'estime que ça peut être un travail ce que cette dame elle fait, à ce moment-là, je suis malhonnête intellectuellement et je ne suis plus cohérente. Je ne peux pas dire à une femme, Madame, ce que vous subissez, c'est de la violence, on n'a pas le droit de vous faire ça, et dire à une autre femme, non, non, pour vous, vous inquiétez pas, tout va bien. Et il n'y a pas de raison en réalité que la deuxième situation, ça ne soit pas un viol. Parce que dans les deux cas, en réalité, ce qui permet aux hommes d'obtenir un acte sexuel, c'est la contrainte économique qu'ils exercent sur une femme. Et alors, la prostitution, si on venait à dire que c'est un travail, ce que ça impliquerait, c'est que, bah, par exemple, jamais le viol ne pourrait être fondé par la contrainte économique. C'est-à-dire que tous les viols qui ont lieu au travail ne pourraient plus être fondés sur la principale chose qui les constitue, la contrainte économique. Et si on tire le fil, c'est même tout l'arsenal juridique de protection contre les violences sexistes et sexuelles au travail qui tombe. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, tenir des propos à connotation sexuelle à quelqu'un au travail, c'est du harcèlement sexuel. Mais si la prostitution devient un travail, par exemple, ce qui va se passer, c'est que faire des propositions d'actes sexuels au travail, ça peut devenir des négociations contractuelles en vue de négocier une nouvelle fiche de poste ou une nouvelle réalisation de contrat. Dire à une salariée, c'est quand on couche ensemble, ça peut devenir, dans une société où la prostitution est considérée comme un travail et pas une violence, comme des prémices contractuelles. J'en profite pour revenir sur plusieurs choses qu'on a vues. C'est comme tout ce qui va relever de ce qu'on appelle les influenceurs érotiques ou même les personnes, les community managers qui sont chargés d'administrer les chats de ce qui est appelé les influenceurs érotiques. En fait, l'objet même de ces jobs-là est contraire au droit du travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence même de ces espèces de jobs, de ces gens-là est contraire, enfin, ces gens-là, de ces jobs-là, c'est contraire au droit du travail, puisque le droit du travail dit que personne n'a à être exposé à des propos à connotation sexiste ou sexuelle qui portent atteinte à son intégrité, etc., dans le cadre de son travail. Personne n'a à subir ça. C'est interdit par le Code du travail. Et en réalité, l'existence même de ces chatteurs pour influenceurs érotiques, influenceuses érotiques, en fait, est contraire au droit du travail. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, on estime que ça a vraiment tout à voir avec la lutte contre la prostitution, en fait. C'est fondamental dans l'identité de la VFT, et si ce n'est pas clair, si on estime que pour des femmes c'est acceptable et que pour d'autres ça ne le serait pas, ben on est incohérent. Et comme je vous le dis, j'ai des dossiers actuellement à titre en tant que juriste au sein de l'association où j'ai énormément de modalités prostitutionnelles. Et c'est profondément lié à la contrainte économique. Et alors, je regarde le temps parce qu'on m'avait dit que je pouvais tirer sur 40 minutes. Donc, je vais quand même un peu conclure. La lutte contre les violences sexuelles, hein, c'est bien une lutte contre les violences masculines, c'est une lutte de classe. Et du coup, comme toutes les luttes de classe économique, la classe de race également, elle doit pouvoir trouver des endroits où elle s'exprime en non-mixité. C'est fondamental. C'est fondamental. Nos anciennes, si elles ont pu travailler aussi bien, si elles ont pu proposer des écrits absolument passionnants, si elles ont pu gagner et remporter des combats, c'est parce qu'elles avaient des espaces où elles étaient en non-mixité. Il faut des espaces de travailleuses, où les travailleuses, elles s'organisent par elles-mêmes, entre elles-mêmes, où elles peuvent lutter pour leurs droits, sans qu'on leur oppose finalement que la lutte des travailleuses, ça nuit à la grande lutte pour la conquête du socialisme ou je ne sais quoi. Voilà pour ma part. Je crois que j'ai traversé ce que j'avais à vous partager sur, d'une part, nos missions à la VFT, mais aussi nos postures
nos postures politiques. Merci beaucoup, Ina. Merci pour ce témoignage, pour cette présentation de l'association et de toutes ces problématiques, à la fois malheureusement très actuelles, comme tu le rappelles, et en même temps qui traversent toute notre société, et jusque, comme tu le dis aussi, aux syndicats, aux organisations de gauche, qui justement soit se trouvent démunis, soit refusent tout simplement de se positionner sur ces questions-là, les passent sous le tapis, pour justement ne pas diviser les luttes avec d'énormes guillemets, parce qu'on entend ça trop souvent. Alors, on avait plusieurs questions, notamment de Aziza, qui demande, là, c'était au début de ton intervention, donc au moment où on parlait justement du texte sur le harcèlement. Au-delà du texte qui a été précisé, est-ce que c'est une infraction qui est souvent relevée et poursuivie devant les tribunaux? Et d'ailleurs, excuse-moi, autre question, est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à cela? Alors là, je ne vais pas souligner les statistiques. C'est poursuivi devant les tribunaux, mais en fait, les infractions à caractère sexuel, en réalité, elles ont les taux de classement sans suite qu'on connaît. Et pour moi, ce qui est aussi peut-être important à transmettre, encore une fois, du terrain et en tant que juriste, c'est que on tend à penser que les classements sans suite ou même les ordonnances de non-lieu, ce qui arrive généralement après la phase d'instruction, c'est motivé. Et en fait, nous, on a énormément de dossiers avec des infractions, avec des éléments matériels qui sont classés. Et parce qu'on va se le dire, au-delà du manque de moyens de la justice, et on est toutes et tous d'accord sur les manques de moyens de la justice, en fait, il y a un manque de volonté. C'est que concrètement, ça emmerde les gens de lutter contre les violences sexuelles et sexuelles. Pas qu'au travail, mais en fait, ça les emmerde. Et du coup, nous, on a des dossiers avec des éléments matériels, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins, mais quoi qu'en réalité, bien souvent, il y a possibilité de réunir des faisceaux d'indices qui sont classés. Il y a des taux énormes de classement, enfin, c'est assez dramatique. Mais du coup, en termes de statistiques, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire combien, en cas de harcèlement sexuel, sont poursuivis dans les juridictions, mais c'est poursuivi. Enfin, nous, généralement, on offre toujours cette carte-là aux victimes qu'on a aux permanences, qui est de dire ça existe, le dépôt de plainte, c'est possible. On estime que ce n'est pas une obligation. Pour toutes les raisons qu'on connaît, les défaillances de la justice, le traitement de victimes dans le procès judiciaire. Voilà. Désolée de ne pas pouvoir me répondre à cette question. Non, merci, c'est super. Autre question, est-ce que d'ailleurs l'entreprise, en tant qu'employeur, n'a-t-elle pas par ailleurs intérêt à ne pas s'engager dans cette lutte pour ne pas s'exposer à la mise en cause de son obligation de santé et de sécurité? Je pense que c'était relatif à ce qui a été dit justement un peu plus tôt. Ah, mais complètement. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'au contraire, ils auraient intérêt à y aller. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les victimes, elles vont au prud'homme, au tribunal administratif. Quand on a des entreprises qui ne font rien, généralement, ça finit devant les prud'hommes. Et du coup, ils auraient tout intérêt, les entreprises, en réalité, à pouvoir mettre en place des vrais protocoles de prévention, des vrais protocoles de réaction, de sanctions aussi. D'ailleurs, je porte à votre information que la sanction d'un salarié ou d'un agent en matière de harcèlement sexuel, ce qui est attendu, c'est le licenciement pour faute grave et la révocation, qui n'arrive, on ne va pas se mentir, quasiment jamais. Mais normalement, c'est ça qui est attendu par la jurisprudence de la part des employeurs. Oui, effectivement. Et autre question de Néa, d'ailleurs, qui rebondit sur celle-ci. Je vous entends surtout parler de harcèlement sexuel et d'agression. N'y a-t-il pas d'autres violences sur lesquelles vous travaillez? Du coup, ça va vraiment être toutes les infractions à caractère sexuel au travail. En soi, la VFT, on peut être compétente pour analyser tout ce qui va relever du harcèlement moral. Bien souvent, quand on est saisi par des travailleuses qui subissent du harcèlement moral, en fait, c'est impossible de ne pas voir qu'ils s'enracinent profondément dans de la misogynie et du sexisme. Ça, c'est très clair. Mais nos moyens d'action, très littéralement, ne nous permettent pas d'élargir davantage. La VFT, il y a très longtemps, est intervenue auprès d'une victime de violence conjugale, parce qu'en réalité, les statuts de l'association nous permettent de lutter contre toutes les formes de violence patriarcale. On a les moyens, mais en fait, on n'a pas les moyens financiers ni humains. Du coup, on a vraiment choisi d'axer sur les violences sexuelles au travail, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens vraiment matériels et humains pour faire davantage. Même si, bien évidemment, souvent, l'analyse, elle peut se partager aux autres violences comme le harcèlement moral au travail. D'accord, merci beaucoup. Une question suivante, on a parlé d'ailleurs justement de la classe des femmes, on a parlé de la question de la division du travail. Une question de petite Loute par rapport justement aux dernières interventions, notamment sur la question de la prostitution. Dans votre division des luttes, quelle place occupent les travailleuses du sexe? Ok.
À la VFT, on n'emploie pas le terme de travail du sexe, puisqu'on estime qu'à partir du moment où on parle d'actes sexuels dans lesquels les hommes s'appuient sur la contrainte économique des femmes, et bien souvent celle avec le moins de marge de manœuvre, en fait, ça serait une négation de ce qu'on voit, nous, sur le terrain. Nous, on considère qu'on a des femmes en situation de prostitution. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de rappeler que, concrètement, un homme qui va spécifiquement exiger un acte de nature sexuelle d'une femme parce qu'elle est bizarrement économiquement contrainte, bizarrement, elle regroupe énormément de marge de manœuvre extrêmement réduite, ce qu'on appelle, c'est une stratégie de violeur. Et en fait, soit on appelle ces hommes-là clients parce qu'ils ont payé, soit on les appelle des violeurs parce qu'en réalité, c'est bien cette stratégie-là qu'ils mettent en place. Et à la VFT, c'est là-dessus qu'on place le curseur. On serait en dissonance complète dans le cadre de nos missions et des victimes qu'on accompagne au quotidien si on parlait de travail du sexe. Et du coup, nous, on estime que les femmes en situation de prostitution, elles ont toute notre solidarité, parce qu'en réalité, elles sont toujours en énorme situation de précarité. Et en fait, la précarité conduit les femmes à être en situation de prostitution bien souvent. Et elles ont toute notre solidarité, mais ça serait complètement dissonant pour nous de parler de travail du sexe. On ne peut pas considérer que des hommes qui mobilisent toutes les formes de contraintes possibles et imaginables pour obtenir d'actes sexuels de la part de femmes sont autre chose que des violeurs. D'accord. Et moi, j'avais une question également pour revenir un peu sur la place des syndicats. Est-ce que justement, vous avez vu des évolutions de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des différences? On a parlé de la CGT, d'un syndicat à l'autre sur la prise en compte justement de ces violences, les formations internes ou ce genre de choses. On sent qu'en fait, c'est un sujet qui traverse les syndicats. Enfin, honnêtement, on est en contact avec plein de syndicats. Là, j'ai mentionné la CGT parce que pour le coup, on est dans une procédure où on est directement impliqué, mais la VFT, on fait des formations avec les syndicats, on fait du partage de pratiques, on intervient dès qu'on est sollicité parce que on considère quand même que les syndicats représentent des personnes ressources. Et ça, on le dit tout le temps. Enfin, on pose la question au téléphone, est-ce que vous avez contacté votre syndicat? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous les connaissez? Mais on sent qu'il y a quand même encore des réticences, quoi. On sent, mais en fait, même de la part de femmes qui ont profondément intégré que, en fait, la lutte féministe, ça les met en dissonance. Ça les met en dissonance. Elles ont l'impression que si on leur dit il faut virer un collègue, elles portent atteinte à la lutte des classes et que du coup, elles sont du côté du patronat parce qu'elles vont permettre le licenciement d'un travailleur parce qu'il a commis du harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou un viol sur une autre collègue. On sent qu'il y a encore une culture qui est profondément racine là-dedans et qui, en fait, continue quand même de se maintenir. Je pense qu'à gauche, il y a quand même un énorme backlash masculiniste qu'on a mal mesuré, qu'on est en train de se prendre en pleine tronche. Les assos féministes l'avaient pas mal alerté, mais je pense qu'on n'a pas trop vu comment ça allait prendre forme. Là, quand même, on est en train de faire peser à beaucoup, beaucoup de femmes que à gauche, il ne faudrait pas trop dénoncer les violences parce que déjà qu'on est minoritaire et qu'il y a le fascisme, manquerait plus qu'en plus, on doit dégager des violeurs. Mais bien sûr que les syndicats, ils continuent de faire des choses, ils se forment, des fois ils organisent des liens de solidarité, mais en fait, culturellement, ça s'accroche trop, quoi. C'est pas assez. Et nous, on veut des grèves. On veut que quand il y a une travailleuse, quand son agresseur, son harceleur, il est maintenu en service, il est maintenu en poste, on veut qu'il y ait une grève pour qu'en fait, cette salariée, cette travailleuse, elle soit en sécurité. Que ce mec, il dégage. Parce qu'en fait, ce qu'il fait en restant, c'est qu'il met en danger toutes les travailleuses du service. En fait, ces mecs-là, il faut qu'ils dégagent, il faut qu'on impose du rapport de force. Si c'est une lutte, il faut du rapport de force. C'est une lutte, mais il faut du rapport de force. Merci Nina, merci pour ce retour. Ah, excuse. Non, du tout. Surtout, quand le patron ne remplit pas ses obligations. Si le patron ne veut pas dégager les agresseurs et les violeurs des rangs, mais en fait, on va les faire dégager par le rapport de force. Oui, merci pour ce rappel justement sur les possibilités de pratique, d'intervention, sur le travail qu'on a toutes et tous à faire sur nos lieux de travail, dans et hors des syndicats. Et d'ailleurs, heureusement qu'il existe des collectifs, des structures justement pour porter ces luttes quand les syndicats traditionnels ne le font pas, comme quand les partis ne le font pas. Merci beaucoup pour cette présentation de cette association, de son travail, et plus largement justement de cette problématique qu'on a trop souvent tendance à faire passer derrière les luttes traditionnelles sur les questions professionnelles. Donc encore merci Nina, merci à toutes et à tous pour votre participation et à bientôt du coup pour les prochains événements du Club Street Press. Bonne soirée. Pour la confiance et pour l'invitation. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.